dans Mesaka. Mesaka qui signifie construire la maison, bâtir la maison en mots. Comme le dirait un bassa, c'est Minland, donc Minland, et ça veut dire l'écrit ou les familles. C'est vrai que je dis comme ça. En plus, je m'appelle Bianca, donc il y a un prénom italien qui veut dire blanche en plus. Bien, peut-être sur ma personnalité. Alors par rapport à ma profession qui est une profession de contact, effectivement. Je considère que les millennials, on est un petit peu une génération entre des beaucoup plus jeunes, où ça va très très vite, notamment avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, et une génération qui est au-dessus et qui était peut-être un petit peu plus, je dirais, recruteuse. J'observe, parce que je recrute à la fois des jeunes diplômés comme des personnes qui ont 20-30 ans d'expérience, que, encore une fois, il y a des silos générationnels. Les plus jeunes, encore une fois, ne mettent pas la vie professionnelle au cœur de leur vie, et ils ont raison. Éventuellement parce qu'on a mis un like, un pouce, un petit commentaire, de prendre des nouvelles, mais non. Des outils, encore une fois, qui permettent... Un petit peu, moi, qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de nuances. Et là, je ferai une réponse en deux temps. Quand les deux... On est éco-anxieux, je crois qu'il y a ça. Je pense que les générations au-dessus, et encore une fois, désolé, je vais parler de ces news, mais les scientifiques, en tout cas ceux qui ne sont pas influencés par des lobbies, s'accordent quand même à dire que la planète, tous les ans, je crois que c'est vers juin, on a consommé, je dirais, notre enveloppe écologique. Le monde et la vie de manière générale sont difficiles. J'aimerais bien qu'il y ait aussi un focus sur l'Afrique, et il n'y a que les Africains qui pourront vraiment là-dessus. J'invite justement les jeunes Africains et les initiatives comme Mesaka de donner la parole. Il y a justement des choses qui peuvent faire. Bienvenue dans Mesaka. Mesaka qui signifie construire la maison, bâtir la maison en moré. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode en présence d'une invitée exceptionnelle, une bâtisseuse de débats et de réflexion générationnelle, qui est Bianca Minland. Consultante spécialisée dans le recrutement IT, data et cybersécurité à Paris, elle est également une ancienne stand-upeuse et créatrice du podcast Trentenaire ou presque, où elle explore les enjeux des millennials, intégration, parcours professionnel, entrepreneuriat, santé mentale et bien d'autres sujets encore. Bianca, tu ne construis pas finalement un podcast uniquement, puisque tu construis également des passerelles entre ceux qui pensent, qui agissent et ceux qui doutent. Bianca, est-ce que tu peux nous parler de toi, au-delà de ce que je viens de faire comme introduction ? Très bien, peut-être sur ma personnalité. Alors par rapport à ma profession, qui est une profession de contact, effectivement quand on est consultant en recrutement, je passe ma journée à rencontrer de nouvelles personnes, des candidats, des clients via des entretiens. Donc je suis quelqu'un qui est très sociable, j'adore justement l'échange. Pas toujours dans le débat, même si oui, dans la partie podcast, effectivement, ça ressort. J'ai beaucoup d'humour, je crois. Justement, c'est pour ça que je me suis lancée dans le stand-up. Voilà, c'est vrai que je mets les relations humaines, ça va sembler peut-être un peu poétique ce que je vais dire, mais oui, je mets les relations humaines au cœur de mon quotidien et de ma manière d'avancer. Et je pense que... j'essaye d'apprendre tous les jours des personnes que je rencontre. Et j'essaye justement de ne rencontrer que des personnes qui sont curieuses, qui s'interrogent sur le monde qui les entoure. Et je pense que ça, c'est ça qui nous permettra d'avancer au global, et moi, à titre personnel. C'est intéressant, tu parles du stand-up. Comment tu passes du stand-up à un micro beaucoup plus engagé ? Alors pour ceux qui écouteront peut-être mon podcast, le monde et la vie de manière générale sont difficiles. Donc j'essaye par l'humour d'apporter un petit peu de légèreté. Oui, il y a des thématiques qui peuvent être assez compliquées et dures. Donc même dans mes entretiens de recrutement, je m'intéresse au centre d'intérêt de mon candidat.
toujours avec justesse. Voilà, je fais des petites blagues parce que mon objectif c'est de toujours passer un bon moment, que ce soit en tant que stand-upeuse avec mon public. Évidemment, là forcément, le but c'est de s'échanger de l'énergie, de rigoler, mais aussi avec des candidats ou même dans des situations qui peuvent sembler très sérieuses, un rendez-vous avec son banquier ou que sais-je. Les gens en général sont très susceptibles voilà, à un peu de légèreté et de dérision. Ouais, c'est pas faux. Et justement, comment tu expliques et pourquoi tu as lancé Trentenaire ou presque, du coup? Parce que j'aime beaucoup l'échange et je me suis dit que j'apprendrais énormément. Bon, c'est de manière très, égoïste. Moi, les échanges que j'ai avec mes invités, c'est pour apprendre de nouvelles choses et sur vraiment des thématiques très variées. Bon, trentenaire ou presque, encore une fois, c'est parce que je suis trentenaire et je pars du principe, enfin, je considère que les millennials, on est un petit peu une génération entre des beaucoup plus jeunes, où ça va très très vite, notamment avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, et une génération qui est au-dessus et qui était peut-être un petit peu plus, je dirais, terre à terre et moins dans le mouvement et le changement perpétuel. Et moi, je trouvais que c'était intéressant d'échanger avec des personnes, rien ou presque, hein. Soit on est à la vingtaine, soit on est quadragénaire, ça marche très bien. Mais voilà, c'est vraiment toujours dans cette idée de moi, à titre personnel, grandir en termes d'information, de valeurs, voilà, de perception du monde. Et si je peux emmener mes auditeurs avec moi, c'est encore mieux. C'est intéressant ça. Mais justement, de tes propres constats, de tes propres expériences, des gens que tu as pu rencontrer, qu'est-ce que tu dirais que notre génération traverse aujourd'hui, que les précédentes n'ont pas vécu de la même manière? Ah, vaste sujet. Il y a plusieurs choses. Je pense déjà dans le monde professionnel. Voilà, je suis recruteuse, je dirais que je suis vraiment au cœur de la machine, de l'emploi et du marché de l'emploi. Nos parents, en tout cas de ce que je sais, changeaient d'entreprise et d'employeur quand même très rarement. Enfin, moi, je sais que ma mère et mon père étaient souvent choqués quand au bout de 5 ans, je disais que je changeais d'entreprise, ce qui aujourd'hui semble même parfois long pour notre génération ou même les générations qui viennent après nous. Je pense qu'il y a vraiment aussi les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que moi j'ai un rapport assez ambivalent avec les réseaux sociaux, justement parce que moi j'aime le contact et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette cassure entre les hommes, tout simplement. Un exemple vraiment très banal qui va parler, je pense, à tout le monde. Dans les relations amicales qu'on peut avoir, c'est vrai que de voir des statuts très courts de 30 secondes qui disparaissent au bout de 24 heures, on a l'impression de connaître le quotidien de son ami, éventuellement parce qu'on a mis un like, un pouce, un petit commentaire, de prendre des nouvelles, mais non, je pense qu'il faut faire vraiment très attention. C'est des outils, encore une fois, qui permettent voilà, de voir d'autres choses, de créer du contenu, et c'est aussi divertissant, mais faut faire attention à justement continuer à mettre des relations en présentiel les uns avec les autres. Bon, après, c'est vrai qu'on vit dans un monde post-Covid où on a été obligé pendant 6 mois de ne faire que des choses en distance. Mais par exemple, moi, dans ma profession, j'essaye au maximum de faire des entretiens en présentiel. Je sais que beaucoup de cabinets ne font que des entretiens via Teams. Mais voilà, je pense qu'on perd quand même quelque chose. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, du coup, les millennials de la suite? Ah, j'essaie d'être quelqu'un d'optimiste de manière générale. Mais effectivement, si on ne fait pas attention, je pense qu'on va tomber... en tout cas, on va se rapprocher d'une société dystopienne. À savoir, tout va se faire à distance, tout va se faire via des applications. Bon, après, ça peut aider notre quotidien, bien évidemment. Si j'arrive maintenant sur le terrain, peut-être de relations amoureuses, par exemple. Beaucoup de personnes, et même dans des personnes très proches, ont eu recours à des applications de rencontres pour rencontrer leur âme sœur, et ça se passe très bien. Maintenant, par exemple, moi je déplore un petit peu le fait qu'on soit dans l'ubérisation, je dirais, de l'amour, de la surconsommation, et qu'on n'aille pas au fond des choses, qu'on ne mette pas l'implication qu'on aurait pu avoir à aller au-delà des contrariétés qu'on peut avoir. Bon, cette personne, elle m'a dit une chose qui m'a déplu au deuxième date. Bon, c'est pas grave, je sais qu'en un swipe, j'en ai 5 autres que je vais pouvoir rencontrer, et les générations d'avant n'avaient
pas ce luxe, si je puis dire, mais je pense que c'était par ailleurs aussi une bonne chose. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas fait la même chose si elle avait justement l'outil? C'est ça la question. C'est pas lié moralement. Peut-être que les gens feraient la même chose en fait dans les années 50 et comme dans les années 2050 peut-être. Peut-être. Moi, je ne parle que de l'époque que je connais. Effectivement, si cette technologie avait existé à cette époque-là, peut-être qu'ils auraient fait la même chose que nous, mais avec, je dirais, les éléments de notre environnement qui sont à notre disposition, il faut faire d'autres choix et les bons. Ok. Donc, tu reçois beaucoup de gens qui viennent te parler de beaucoup de sujets très divers. Est-ce que tu dirais que le podcast est un espace de thérapie collective générationnelle? Oui, j'aime bien cette définition et cette manière d'aborder les choses. C'est vrai que moi, c'est vraiment mon objectif premier dans mon podcast, c'est de l'information. C'est de l'information. Je ne fais pas un podcast toute seule, hein, c'est un podcast conversationnel, donc j'ai toujours un invité qui est plus ou moins expert sur le sujet, la thématique qu'on va aborder. À chaque fois, je précise que c'est mon point de vue, c'est le point de vue de l'invité. On n'essaie absolument pas d'imposer quoi que ce soit à nos auditeurs. Le but, c'est de lancer des pistes de réflexion. Encore une fois, moi, je suis vraiment dans une dynamique où j'essaye, à mon petit niveau, de faire réfléchir les gens, qui s'interrogent et qu'ils questionnent et challenge. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on avance. Donc là-dessus, oui, je pense que c'est un mouvement collectif de réflexion. Et moi, j'adore quand je reçois des commentaires qui ne sont pas toujours d'accord. Moi, le but, en plus, quand j'invite un invité, c'est qu'on ait des points de vue différents. Là, le dernier épisode en date, c'est sur la méthode Montessori. Pour ceux qui connaissent, vu qu'il y a eu une trend ces derniers mois ou dernières années, Ghetto-Sori versus Montessori. Moi, j'avoue que j'ai plutôt été, et je pense que la majorité des millénioles et au-dessus, on a plutôt été Ghetto-Sori que Montessori. Et moi, j'entends, mon invitée, elle est éducatrice. Moi, mon but, c'est de m'éduquer là-dessus. C'est vrai que j'ai des a priori, et le but, c'est de les casser, forcément. Donc, thérapie. Thérapie, oui. Et ça fait du bien, on devrait tous aller consulter au moins une fois, pour être sûr que notre santé mentale est saine. Ça, c'est juste. Chez Mesaka, on aime bien parler des briques que nos invités, nos bâtisseurs apportent au continent. Et ce qu'on identifie chez toi, ce serait peut-être donner la voix, donner une voix aux millennials et notamment, pourquoi pas, africains. Voilà, parce que c'est quand même notre sujet aussi, même si c'est plus global dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu veux absolument aborder des sujets parfois clivants, comme par exemple des sujets de politique, des sujets sur l'environnement, des sujets économiques, des sujets qui font l'actualité et qui sont parfois très clivants. Tu en parles, on a pu constater que tu avais évoqué notamment des sujets, que tu avais reçu un invité autour de pour discuter de la Palestine, tu parles de Montessori, il y a pas mal de sujets qui sont parfois très clivants et on aimerait bien savoir si c'est essentiel, ton podcast. Essentiel, non, mais il est vrai que sans être sensationnalistes comme peuvent l'être des plateaux télévision comme CNews, BFM, etc., où forcément faut être polarisé, il faut que ce soit manichéen et faut avoir soit c'est oui, soit c'est non. Non, moi je pars du principe que effectivement sur des sujets intéressants qui interrogent, c'est bien de créer le débat. De toute façon, on a tous. Moi je trouve ça ennuyeux que tout le monde ait le même avis sur tel sujet, et c'est ça un petit peu moi qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de nuances. Donc il y a des gens qui pensent que la nuance c'est quelque chose de négatif. Non, faut prendre position, faut être cohérent et faut trancher. Non, on peut considérer qu'une chose est bonne, mais une chose n'est pas bonne, mais je pense que c'est ça qui fait avancer de pas avoir une position manichéenne. Je pense pas que ça fasse avancer les choses. De manière générale, moi j'estime qu'on ne peut pas me mettre dans une case, c'est peut-être très prétentieux, mais je pense qu'on est tous à notre niveau des êtres humains complexes, avec des expériences de vie qui nous appartiennent et qui sont uniques,
Et là-dessus, je pense que justement, essayer d'apprendre des uns et des autres, sans dire forcément pour qui je voterais en politique, me mettre face à quelqu'un, je prends le thème parce que c'est très éloigné moi de mes convictions et de mes valeurs, mais du Rassemblement National, je peux débattre avec quelqu'un du Rassemblement National, juste pour essayer de comprendre aussi dans quelle mesure on peut avoir des propos parfois aussi radicaux sur des populations, sur l'immigration, sur le travail, sur les femmes. Je pense que c'est en comprenant comment réfléchissent les autres, en étant empathique, en se mettant à la place des autres, qu'on arrive à, à mettre de la distance aussi, à prendre de la hauteur et pouvoir nous-mêmes, soit nous interroger, parfois ça nous permet d'avancer, d'être en conflit, si je puis dire, sur des idées. Et oui, encore une fois, ça permet de forger une opinion solide et argumentée. Qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que les diasporas manquent d'espace de débat justement nuancé? Quelle est ta vision justement des diasporas face à ce besoin de partager, de mesurer les propos, de nuancer, de discuter, de partager des opinions parfois contraires? Alors je suis pas très bonne élève, je suis quelques comptes dédiés à l'Afrique, à la diaspora. C'est vrai que je sais pas à quel point on a des espaces de discussion, et justement, pas pour toujours revenir à mon podcast, mais c'est vrai que mes premiers épisodes, certains qui l'écoutaient pensaient que ce n'était que pour des personnes racisées. C'est là où j'ai dit non, attention, il y a vraiment de tout, mais je pense que c'est essentiel. En tout cas, moi je vis en France, donc on reste la diaspora africaine, une minorité. Je pense que c'est important justement d'avoir une voix pour parler de nos expériences de vie, de notre culture, et pas justement laisser d'autres personnes créer un narratif pour nous-mêmes. Et est-ce que dans nos débats, entre nous, on est nuancé ou pas? Bon, je pense qu'on toutes les origines ont ce travers, soit tu es d'accord avec moi, soit tu n'es pas d'accord avec moi, et dans ce cas-là, ça se chamaille un petit peu, mais déjà, s'il y a des débats, je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut pouvoir les cadrer, évidemment. Donc tu dirais que les diasporas, tu n'as pas cité, tu as dit diaspora africaine, tu n'as pas dit un pays en particulier, mais tu dirais qu'elles ont une position qui n'est pas mesurée sur les sujets? Qu'elles ont tendance à ne pas avoir de nuances dans leur propos. Bon, après, de toute façon, quand on est dans le feu de l'action, et moi la première, d'un débat, parfois, on peut tomber dans ce travers et de ne pas être nuancé. Moi, j'essaye toujours. Bon, déjà, il faut être dans l'écoute. Dans quelques débats, que ce soit, dans quelque argumentaire que ce soit, il faut écouter l'autre. Même si on est... ça, c'est mon père, en plus, qui le disait. C'est très intéressant et important, même si on est en désaccord à 99% avec quelqu'un, c'est de l'écouter. Parce que même si on n'est pas d'accord, au moins on aura cette connaissance, comme je le disais tout à l'heure, de ce que pensent des personnes qui sont vraiment aux antipodes, de qui nous sommes. Par rapport, je ne vais pas citer un pays en particulier en disant telle nationalité. Parce que non, franchement, je ne serais pas légitime, et je pense que de toute façon, c'est un caractère humain oui, d'être dans le débat et d'être dans comment dire, parfois la contradiction, mais moi je l'appelle ça le challenge. Moi j'ai aucun souci à être, comme je le disais, complètement en désaccord avec quelqu'un. Le but déjà c'est qu'on m'écoute, parce que moi me couper la parole, et je pense que personne n'apprécie pas ça, mais je pense que c'est vrai que parfois d'être dans les extrêmes, ça permet aussi parfois de remettre le curseur et d'avoir une vision vraiment large alors le terme m'échappe, mais oui, exhaustive, voilà, des différents points de vue. Quel est l'impact que tu cherches à avoir? Alors tu es recruteuse, tu es podcasteuse, tu évoques des sujets de société qui nous concernent tous. Ça concerne évidemment, c'est des sujets qui peuvent concerner tout le monde, mais plus particulièrement, puisque nous sommes dans Mesaka, quel est l'impact que tu souhaiterais, si tu devais donner ton avis, avoir sur les jeunes Africains et afro-descendants?
J'aimerais qu'il se pose des questions, déjà sur le monde de manière générale, il faut s'intéresser. Donc c'est vrai que certains médias font un focus sur certaines parties du monde. On parlait de la Palestine tout à l'heure, le Moyen-Orient, c'est très important. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec ICE et l'immigration, enfin ça sont des sujets quand même assez universels auxquels tout le monde doit s'intéresser. Mais j'aimerais bien qu'il y ait aussi un focus sur l'Afrique et il n'y a que les Africains qui pourront au mieux parler des sujets qui les intéressent, et qui les animent et qui les feront avancer. Et vraiment là-dessus, j'invite justement les jeunes Africains qui nous écoutent et j'admire les initiatives comme Mesaka de donner la parole justement à la diaspora africaine, à s'intéresser de manière très précise à leur pays, à leur environnement proche, mais aussi à l'échelle de l'Afrique, parce que, sans créer de polémique, l'Europe, même par le passé, a bien compris le potentiel que pouvait avoir l'Afrique, et il faut qu'on puisse, redevenir acteur et pas passif dans l'histoire qui est la nôtre. Tu dirais qu'il faille avoir beaucoup plus de podcasts menés par des personnes africaines ou afro-descendantes? Tu penses que c'est nécessaire? Je pense que c'est nécessaire et sans marginaliser et empêcher des personnes issues de l'Occident de parler de l'Afrique. Il y en a qui ont, par leur vécu, parce que leurs parents étaient expatriés, qui ont beaucoup voyagé, qui sont tombés aussi amoureux de l'Afrique, ils peuvent en parler, mais c'est vrai qu'il faut être humble. Voilà, ça c'est vraiment une qualité, je pense, au-delà de la curiosité. J'en parlais tout à l'heure, il faut être curieux, mais il faut être humble. C'est-à-dire personne ne sait tout, même si moi qui suis d'origine camerounaise, qui ai grandi au Cameroun, je ne peux pas déclarer tout savoir de mon pays, de l'Afrique, et encore une fois, il faut savoir écouter, et il faut se renseigner, encore une fois, plus on a d'informations, plus on est curieux, plus on lit, s'il vous plaît, lisez. Lire des bouquins, ou même écouter, si vous êtes accro aux écrans, moi la première, je suis accro à mon téléphone, mais essayez de concentrer vos contenus que vous consommez, et même l'algorithme, parce que l'algorithme, on peut un petit peu l'éduquer, l'orienter sur des contenus qui vous feront avancer et qui vous permettront justement de savoir ce qui se passe au Congo, qui se passe en Éthiopie, au Sahel, en Afrique du Sud, et même au Maghreb. Donc là, on a des choses très positives sur lesquelles aussi il faut capitaliser, par exemple des événements sportifs comme la CAN. Parfois il y a des choses qui peuvent être ajustées et être améliorées, mais globalement il y a de très belles choses qui se font et encore beaucoup de choses à faire. Justement, là j'en appelle à ta propre opinion d'un sujet que tu aurais pu évoquer dans ton podcast par exemple. Est-ce que les jeunes talents afro-descendants et africains sont aujourd'hui confrontés à des défis spécifiques? Spécifiques à l'Afrique, spécifiques au fait d'être africain? Ou afro-descendant? Afro-descendant, oui. Donc là, si on parle vraiment, il y a deux catégories. Donc il y a ceux qui sont de la diaspora et qui vivent en Europe, en Amérique, en tout cas en dehors de l'Afrique. Forcément, c'est une minorité, il peut y avoir des préjugés sur qui ils sont, sur leur culture. Encore une fois, faut en être fier. Là-dessus, faut pas hésiter, à le mettre en avant de manière positive. Le but, c'est pas toujours d'être en opposition. Et par rapport à ceux qui sont en Afrique, oui, parce que on a des défis par rapport à ne serait-ce même que la construction gouvernementale qui est la nôtre. Et moi, si je dois parler plus précisément du Cameroun que je connais le mieux, la jeunesse est parfois désemparée. Vous avez beaucoup de jeunes très intelligents qui font beaucoup d'études et qui se retrouvent face à un marché du travail qui ne permet pas de les accueillir de la meilleure des façons possibles. Vous avez des personnes qui ont des doctorats, plusieurs masters, et qui sont obligés de se réorienter parce que les gouvernements n'ont pas mis en place des stratégies qui leur permettent d'avoir, pas forcément le plein emploi, évidemment, ça c'est dans un cas idéal, mais en tout cas des opportunités qui leur permettent, eux, de s'épanouir, mais de faire aussi avancer leur pays et de manière plus globale le continent. Et là-dessus, moi je déplore la suite des cerveaux. On
on peut dire que c'est peut-être un peu hypocrite de ma part parce que je vis en France, mais il s'avère que je retourne souvent, mais beaucoup de ma famille y est, j'investis à hauteur de mes petits moyens, autant que je peux. Mais c'est vrai que oui, il y a des défis qui sont propres à la jeunesse africaine, et vraiment là-dessus, il faut garder de l'espoir, et il faut les encourager. Nous, justement, millénials, mais aussi les générations au-dessus, il faut leur donner leur chance, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, ils ont beaucoup de potentiel. L'autre sujet qu'on aime bien évoquer aussi, c'est les clés de la fameuse maison qu'on est en train de tous bâtir ensemble. Et du coup, je voudrais te poser la question, quel est, selon toi, pourquoi, selon toi, l'environnement est un sujet central pour toi? Parce que je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Oui. Donc, si tu peux nous apporter tes précisions, avec un volet africain aussi. Alors moi, à titre personnel, il faut savoir que l'environnement, c'est vrai que c'est très important pour moi. Alors pour tout vous dire, il y a 5 ans et demi, j'ai pris la lourde décision de devenir végane. Pas parce que le poulet n'est pas bon, je sais qu'il y a des gens qui vont s'étouffer en entendant qu'une africaine est végane. Oui, le poulet c'est bon, le bœuf c'est bon, vraiment là-dessus, c'est vraiment pas sur le côté gustatif que j'ai pris ma décision, pas du tout. Au-delà de la souffrance animale, qui est un vrai sujet, et ça rentre globalement même dans l'environnement et le sujet au global, on n'a qu'une planète. Enfin, honnêtement, on n'a qu'une planète, il n'y a pas de planète B. Je sais que Jeff Bezos, Elon Musk, vous font croire que peut-être vous allez un jour monter dans une fusée et vous allez peupler Mars, la Lune ou une autre planète. Non, pour l'instant en tout cas, peut-être que des scientifiques vont me contredire, mais on n'a qu'une seule planète qui regorge de ressources, d'oxygène, d'eau, etc. Et il faut la chérir. Justement, tu parlais de la clé de la maison, certaines personnes vont dire que la planète appartient à tout le monde, et que par exemple si quelqu'un a envie de prendre l'avion tous les week-ends, de sauter dans un jet privé, de conduire un énorme 4x4 au diesel, ça le regarde. Non, on vit tous dans la même maison. Donc si on a un qui est en train de mettre le feu à l'étage pendant que ceux qui essayent d'organiser leur maison au rez-de-chaussée se rendre compte qu'on peut pas fonctionner comme ça. On est tous obligés à notre niveau d'être cohérents. Et là-dessus, et au niveau de l'Afrique, c'est vrai que je peux comprendre que le Camerounais, non, pas que le Camerounais, mais l'Africain moyen, qui a très peu de revenus, qui se pose la question de quel est le prochain repas qu'il va manger, et de commencer à lui dire oui, mais attention, il faut recycler, il faut mettre une pause. Non. Aujourd'hui, c'est pas forcément les sujets qui le préoccupent en priorité, et ça je peux l'entendre, parce qu'il y a des étapes en fait je pense dans le développement d'un pays. Déjà il faut la santé, il faut l'éducation, et oui, être au fait des sujets liés à l'environnement, ça passe aussi par l'éducation, avoir des écoles. En France ou dans des pays développés, ça semble être une évidence. En Afrique, pas toujours. Donc on a les grandes villes où il y a beaucoup de choses aussi qui se font, ça se développe rapidement, mais ça reste quand même des territoires assez ruraux où c'est pas un enjeu prioritaire. Et là-dessus, il faut qu'on fasse attention, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde mondialisé, donc forcément on va commercialiser avec les pays d'Europe, avec la Chine, la Russie ou les Amériques, mais il faut faire attention justement à ne pas mettre en péril nous, la nature, parce que la faune et la flore, voilà, je ne vais pas vous refaire le dessin de l'Afrique, c'est très luxuriant et il y a énormément de choses. Mais par rapport à notre développement industriel ou économique, s'appuyer sur l'environnement et la nature, parce qu'on est quand même un territoire où on a, qui regorge de matières premières. Bon voilà, le café, l'Europe a compris qu'il y avait énormément de choses et de richesses. Pour résumer, l'Afrique est très riche. Des territoires en dehors de l'Afrique l'ont compris, et il faut qu'on puisse mettre ça en avant. Donc en gros, c'est un choix personnel, mais c'est aussi un choix engagé, politique.
une stand en fait contre vraiment la manière de traiter en fait notre planète Terre. Moi j'ai envie de poser une question qui peut être un peu naïve, mais il n'y a pas des étapes avant quand même, est-ce qu'il n'y a pas au niveau des entreprises, au niveau des États, au niveau des politiques, justement d'autres choses qui peuvent être mises en place en premier lieu et qui auront des impacts beaucoup plus importants pour le bien-être de notre planète avant que l'individu tout seul lui-même décide de par exemple se restreindre dans son alimentation et d'éviter de manger du poulet par exemple. Oui, évidemment, et là je ferai une réponse en deux temps. À titre individuel, je peux entendre les discours qui disent moi c'est pas mon petit niveau, c'est pas parce que je vais mettre dans la poubelle bleue et dans la poubelle verte, regardez une Taylor Swift qui va prendre son Starbucks avec son jet privé, moi j'ai pas d'impact. Si, on est 8 milliards sur la planète, donc moi en tant qu'individu, je semble être un grain de sable dans un désert, mais en additionnant toutes les bonnes pratiques, ça fait, oui, ça donne une dynamique, en tout cas, je dirais même à l'espèce humaine, à la planète entière, qui font que les politiques, quand ils voient, parce que tout est, bon, en tout cas, on fonctionne quand même beaucoup dans des sociétés comment dire, capitaliste, où l'objectif c'est de faire du profit. Lorsqu'on aura aussi compris que de mettre la planète Terre au centre de notre économie nous permettra aussi de faire des profits sur le long terme, parce que c'est ça en fait, je pense que le problème des gouvernements et des grosses corporations, voilà, des grandes entreprises, c'est de voir à court terme. Oui, bon voilà, sur notre projection à 3 ans, comment on peut faire grandir notre chiffre d'affaires de 300%. Non, parce que la planète, même si à notre petite échelle de notre vie humaine, on va vivre voilà, 100 ans, mais dans 500 ans, quelle planète on veut laisser pour justement continuer à vivre en harmonie? Bon, ça va sembler très poétique. Très bien, vas-y. Ce que je dis, mais si demain, il n'y a plus, comment dire, il n'y a plus d'eau, et encore aujourd'hui, il y a des guerres de l'eau dans le monde, j'en parlais même dans un de mes podcasts entre le Pakistan et l'Inde, je crois que c'est je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est le Gange, le fleuve voilà, qui coupe et le Pakistan et l'Inde, et on est déjà en train de se faire des guerres, et c'est devenu une denrée rare, on parle de l'or bleu. Bon, voilà, donc là-dessus, si des populations en sont arrivées, tout est lié, hein, si des populations en sont arrivées à quitter leur pays, à se faire la guerre, il y aura des mouvements de population parce qu'ils n'ont pas certaines ressources telles que l'eau, qui me semble être quand même la base du développement humain. Oui, ça impactera ces entreprises-là. Et donc là-dessus, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, pas de greenwashing, donc c'est très bien, hein, parce que vous savez que les consommateurs, maintenant, parce qu'il y a un petit label voilà, éco-responsable, une petite pastille qui dit que l'entreprise fait attention à son empreinte carbone, par exemple, ça permettra aux consommateurs d'encore acheter le produit, mais il faut que ce soit vraiment une vraie conviction des valeurs et pas juste... voilà, des gimmicks ou en tout cas une façade pour rester, je dirais, compétitif par rapport aux autres. Donc, oui, je suis engagée. Oui, non, c'est super, c'est super. On a aussi besoin de l'entendre, hein, d'entendre aussi cette opinion qui est moins partagée. Donc merci pour tes explications. Est-ce que tu dirais que notre génération, elle est plus engagée ou plus anxieuse? Oh, les deux. On est éco-anxieux, je crois qu'il y a ça. Je pense que les générations au-dessus, et encore une fois, désolé, je parlais de CNews, mais il y a beaucoup de climato-sceptiques, de gens qui pensent que, bah non, attendez, il a fait chaud cet été, vous n'allez pas me dire, ou il a fait froid cet hiver, vous n'allez pas me dire qu'il y a un réchauffement climatique. Non, mais déjà, il faut prendre le climat de manière globale, à l'échelle de la planète. Tous les scientifiques, en tout cas ceux qui ne sont pas influencés par des lobbies, s'accordent quand même à dire que la planète, tous les ans, je crois que c'est vers juin, on a consommé, je dirais, notre enveloppe écologique. Et ça, c'est terrible de se dire que, ah ben mince, la planète se réchauffe, des espèces sont de plus en plus menacées. Donc là-dessus, non, je pense que c'est pas exagéré que vraiment de lancer des alertes là-dessus. Et donc oui, on est anxieux, je pense que c'est même pour ça que les nouvelles générations réfléchissent davantage sur le fait d'avoir des enfants. Parce qu'aujourd'hui, bon, il peut y avoir énormément de raisons pour lesquelles on ne veut pas forcément être parent, mais
si vous interrogez voilà, les 18-24 ans, de plus en plus, ils disent oui, mais quel monde je vais laisser à mes enfants. Et ils ont raison, c'est vrai que avant, quand on était dans une phase d'opulence, les années 50, 60, on pouvait facilement faire 4-5 enfants sans que ce soit en tout cas une crainte. Et aujourd'hui, faut quand même que l'espèce humaine, continue, oui, si on ne veut pas disparaître, il faut continuer à faire des enfants. Mais il faut le faire de manière la plus responsable possible. Et là-dessus, oui, on est anxieux. Bon, moi la première, en tout cas, voilà, ma génération de plus en plus s'interroge. Nos parents peut-être un petit peu moins, mais c'est parce que c'était pas des choses. Ils n'avaient pas accès à l'information, encore une fois. Si quand vous allumez votre télé, vous regardez le JT sur Antenne 2 à l'époque, et qu'à aucun moment on vous parle d'environnement, d'empreinte carbone, etc., pourquoi ce serait quelque chose qui vous inquiéterait ? Mais de plus en plus, la parole se libère, et même de manière vraiment factuelle, on voit que notre écosystème change, et là-dessus, sans alerter, sans que, voilà, un message d'espoir peut-être aux plus jeunes qui nous écoutent, il faut s'y intéresser, forcément, ne pas vivre dans cette crainte perpétuelle, mais il faut que ce soit quelque chose qui justement vous pousse et vous anime à prendre des décisions qui iront dans le sens et qui seront en harmonie en fait avec la planète. Eh bien, c'est très bien que tu termines comme ça, parce que moi j'ai du coup une question. 3 choses que tu dirais, justement, 3 objectifs concrets, 3 actions claires que tu peux proposer à nos auditeurs pour une planète plus verte. Oui, alors la première chose, c'est très difficile. Arrêtez de manger de poulet. Ça va pas marcher. Je ne veux pas vous dire d'arrêter de manger KFC, faire diaspora, c'est parce que je suis en train de vous dire non, mais juste être, il y a plein de termes un peu fancy qu'on sort, mais c'est vrai, être flexitarien, ce que ça veut dire, c'est juste être conscient de votre consommation de viande pour la planète, dans un premier temps, mais aussi pour votre propre santé. Là-dessus, je pense que je ne vous apprends rien. Si je vous dis que de manger de la viande rouge à tous les repas, c'est compliqué. Moi, la première, c'était compliqué. Vraiment, j'étais une grosse viandarde. Pour moi, un repas sans viande, c'était un encas, ça n'était pas un repas. Voilà, ça, c'est ma culture africaine. Mais voilà, pour votre santé, et encore une fois, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est l'avion, que c'est les voitures qui sont le premier facteur de pollution et d'émissions de carbone. Non. C'est l'élevage. C'est l'élevage, c'est toutes les vaches, ça va peut-être vous faire rigoler, mais les vaches, quand elles ont des flatulences, elles envoient du méthane. Non mais oui, et c'est vrai que si vous avez des champs complets de bovins, c'est vrai que ça réchauffe la planète. Donc si on consomme moins de viande, il y aura des populations bovines, ou en tout cas dédiées, d'animaux dédiés à la consommation de notre viande moins importante, et du coup ça aura un impact. Donc ça c'est le premier point. Donc voilà, vous pouvez manger plusieurs fois, et c'est ce que faisaient nos prédécesseurs. Ils mangeaient moins de viande, déjà parce que c'était un petit peu plus cher, mais là-dessus faites attention, consommez de la viande mais de qualité. Deuxième chose, effectivement le deuxième chose c'est le transport. Donc je suis peut-être pas la meilleure élève, mais attention, je vous dis pas de plus prendre l'avion, mais être conscient, c'est-à-dire par exemple si vous devez aller à Marseille, peut-être privilégier le train. Forcément, c'est vrai que c'est un petit peu plus long, mais oui, pour la planète, elle nous en remerciera. Et une troisième chose, je dirais pas quelque chose de concret, comme je vous disais, moins manger de viande, moins prendre l'avion, etc. Mais je dirais que c'est dans la diffusion de l'information. Donc comme cet épisode, ou même des podcasts qui parlent d'écologie, c'est juste essayer d'éduquer, on est plus jeunes, mais aussi les générations au-dessus, sur notre impact de manière globale. Et je pense que si à titre individuel, forcément, on a une conviction sur ce type de problématique-là, ça va créer une émulation qui va se répercuter à l'échelle des pays, des gouvernements, et même des conglomérats de pays et des organisations comme l'ONU, comme l'Union européenne, le Mercosur, que sais-je. Et pour revenir à l'Afrique,
même de manière générale les pays émergents, on a beaucoup de choses encore à construire et on n'est pas encore arrivé, je dirais, à un point de non-retour comme les populations peut-être un petit peu plus vieillissantes comme le cas de l'Europe. Et je pense que oui, il y a une prise de conscience à avoir qui doit avoir lieu maintenant. Et là-dessus, oui, j'encourage mes confrères et mes consoeurs à se pencher sur ce sujet. Merci beaucoup Bianca pour ces précisions. C'était vraiment intéressant, je trouve, ce volet sur l'environnement. Tu l'as défendu jusqu'ici comme personne ah bon dans la régie, donc c'est très intéressant. J'ai envie juste de poser aussi une question sur plutôt le volet recrutement. Comment, vu que en tant que recruteuse, tu es au cœur du marché de l'emploi, et donc est-ce que ça t'aide à comprendre un peu les mutations du travail, et à cela j'ajouterais même avec l'avènement de l'IA justement, comment tu les vois évoluer? Oui, effectivement, l'intelligence artificielle est incontournable. Ça fait partie, je dirais, si ce n'est la plus grande révolution technologique de notre siècle. Donc là-dessus, on peut pas, c'est un petit peu comme ça a pu être le cas dans les années 2000 avec Internet, on peut pas y couper, il faut s'y intéresser. Ça reste un outil, encore une fois, il faut challenger, encore une fois, la machine, ça reste du code, hein, c'est un alignement de 0 et de 1. Donc là-dessus, ça permet aussi d'énormes progrès à tous les niveaux, dans la médecine, dans l'industrie. Enfin, je pense que ça nous fera évoluer. Et moi, en tant que recruteuse, j'observe, parce que je recrute à la fois des jeunes diplômés comme des personnes qui ont 20, 30 ans d'expérience, que, encore une fois, il y a des silos générationnels. Les plus jeunes, encore une fois, ne mettent pas la vie professionnelle au cœur de leur vie, et ils ont raison. Honnêtement, le travail, c'est important. On en a besoin pour nous épanouir et même pour très concrètement gagner notre vie et régler des problématiques du quotidien. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse qui est... je ne veux pas dire que les jeunes, je ne veux pas tomber dans ce discours, les boomers versus les jeunes générations qui sont désinvoltes, etc. Mais j'observe quand même que justement, comme il y a cette mouvance d'être tout le temps dans le changement, une lassitude qui est quand même assez rapide, c'est-à-dire voilà, au bout d'un an, j'ai des candidats qui me disent au bout d'un an j'ai fait le tour du poste. Non, au bout d'un an, vous n'avez pas fait le tour du poste, monsieur, parce que je dirais qu'au bout de 6-7 mois, on commence à être familiarisé avec l'environnement professionnel, à connaître les process, à pouvoir aussi mettre des choses en place et pouvoir les voir évoluer. Et ce n'est qu'au bout de 2-3 ans que oui, moi je trouve ça entendable de dire qu'on a fait le tour. Donc là-dessus, attention, et après c'est très bien aussi de rester 10 ans dans une même entreprise. S'il y a une certaine évolution de poste, de responsabilité, de périmètre, puisqu'encore une fois l'être humain, il peut s'ennuyer aussi assez vite. Si on fait 10 ans à faire la même chose, ça peut être compliqué. Mais oui, je vois aussi que les entreprises, parce que là j'étais vraiment côté candidat, mais côté entreprise aussi, je pense qu'il faut faire attention parce que là le marché se tend, surtout avec la géopolitique qui est de plus en plus incertaine, les marchés s'affolent à la moindre intervention de Trump, c'est vrai qu'il est très imprévisible, mais il faut donner la chance. Encore une fois, on revient sur la jeunesse, mais la jeunesse c'est le futur. Donc là-dessus, toujours mettre l'accent sur la formation. Voilà, les jeunes diplômés qui m'écoutaient, n'hésitez pas à investir sur des formations, à vous spécialiser. Forcément, plus vous aurez de la légitimité sur un sujet et plus une entreprise sera à même de vous faire confiance sur un poste. Et encore une fois, je reviens sur le fait d'être curieux. On peut ne pas avoir toutes les compétences pour un poste. Donc voilà, on voit sur une fiche de poste qu'il faut 10 compétences. Vous n'en avez que 5-6. Mais si en entretien, vous démontrez votre capacité à être curieux, que vous êtes investi, que vous êtes travailleur,
oui, on vous donnera votre chance. Donc oui, les entreprises aussi, ne tombez pas dans cet écueil où vous ne voulez que des personnes très expérimentées qui ont 10 ans d'expérience, parce que souvent, le pendant, c'est que ce sont des personnes qui sont peut-être moins agiles. Donc voilà, quelqu'un qui est 5 ans sur le même poste, voilà, il va peut-être moins s'adapter justement à des nouvelles technologies comme l'IA, ce qui peut être un atout aussi des populations un petit peu plus jeunes. Ok. Et le stand-up dans tout ça, c'est fini? Ah là là, non mais j'arrête pas de me... On n'arrête pas de me poser cette question. Alors, déjà dans le podcast, il faut savoir que je fais beaucoup de blagues, et même au quotidien, voilà, je suis quelqu'un qui adore rire et faire rire. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez chronophage parce que j'étais vraiment one woman enterprise, c'est-à-dire c'est moi qui écrivais mes sketchs, qui faisais la mise en scène, qui trouvais la salle, qui faisait la pub sur les réseaux pour justement avoir... le but c'est pas d'être toute seule ou avoir que 2-3 personnes dans la salle, hein. Le but c'est d'avoir du monde. Donc aujourd'hui c'est en stand-by. Donc qui sait, parce que j'ai déjà un deuxième en plus spectacle d'écrit, donc en vrai je pourrais remonter entre guillemets demain sur scène, mais c'est vrai qu'aujourd'hui mon focus est plutôt donc sur le podcast, sur le fait d'échanger avec des personnes de tous horizons et de tout secteur d'activité, justement pour essayer de diffuser un maximum d'informations sur des sujets divers. Mais oui, si voilà, il y a un appel, une montée du fait qu'il faut absolument que je remonte sur scène, bien sûr, je le referai avec plaisir. Juste là, je manque de temps, il n'y a que 24 heures dans une journée, c'est trop. C'est pas fou. Tu nous as dit, tu l'as un peu dit, que tu venais du Cameroun. Tu peux nous dire un peu d'où et nous préciser la langue qu'on parle dans la région dont tu es originaire? Donc je suis d'origine camerounaise, parce que oui, depuis j'ai eu la nationalité française, ça va faire 5 ans maintenant. Donc je viens d'un petit village qui s'appelle Malmeillan-sous-Bois. Donc c'est pas très loin de la capitale politique, donc Yaoundé, et donc ma famille, donc mes parents sont tous les deux ici de la même tribu, la tribu des Bassa. Et donc le dialecte qui est une langue, on dit souvent dialecte, non, c'est une langue, donc c'est le Bassa, donc c'est le même nom. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure de mon nom de famille et beaucoup de noms, pas que les Bassins, parce que vous avez plus de 300 langues qui sont parlées au Cameroun. Chaque nom en général a une signification. Donc moi, mon nom de famille c'est Minland, si je dois le dire à l'occidental, mais si je dois le dire comme le dirait un Bassa, c'est Minland, donc Minland, et ça veut dire les cris ou les pleurs. Et c'est vrai que je suis très fière de mon nom de famille. C'est vrai que dit comme ça, en plus je m'appelle Bianca, donc il y a un prénom italien qui veut dire blanche en plus. Donc ma mère était très inspirée quand elle m'a baptisée. Donc c'est vrai que les gens, quand ils lisent juste mon prénom et mon nom de famille, ne s'attendent pas à me voir débarquer. Donc c'est toujours assez rigolo. Mais oui, j'aime beaucoup mon pays. J'ai vraiment une relation, je vais pas dire amour-haine. En fait, j'aime beaucoup mon pays, mais le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de tares, il y a beaucoup d'obstacles, et notamment au niveau du gouvernement. Les Camerounais veulent faire plein de choses, sont pleins de bonne volonté, mais voilà, j'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux avec mon gouvernement, mais clairement, il faut laisser la place aux jeunes, s'il vous plaît. Laissez aux jeunes, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire, ils sont pleins d'envie, et là-dessus, je parle du Cameroun, mais encore une fois, je pense que c'est des difficultés, des problématiques qui peuvent être déclinées sur beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Le message est passé. Tu veux nous dire quelque chose dans ta langue pour les gens qui nous écoutent? Oui, Meyega, ça veut dire bonjour. On sous-titrera. Ouais, c'est ça. Non, j'ai honte, je ne sais pas parler mon patois. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire même pour Bébassa, dit Menode, Itabe facile.
Vous voyez, il y a des petits mots en français parce qu'on n'a pas tout le vocabulaire. Voilà, je parle de Bassa 2.0. Ouais, mais c'est très bien, c'est très très bien. Merci pour ça. Écoute, notre entretien touche maintenant à sa fin. Si j'ai une dernière question à te poser simplement pour résumer un peu tout ce qu'on a pu se dire, est-ce que notre génération doit être définie par une... Si notre génération devait être définie par une valeur, laquelle choisirais-tu? Est-ce que c'est une valeur je dirais le respect. Je pense, j'imagine que c'est une valeur. En tout cas, moi, je considère que c'est une valeur. Le respect et l'empathie, je pense que c'est quand même très lié. Si on se respecte les uns des autres, si on s'écoute, si on ne se tape pas, on ne s'insulte pas, ça permet d'avancer. Donc oui, je pense qu'à l'échelle des individus, mais aussi des nations, parce qu'on a des représentants de nos différents pays africains, de l'Europe, etc., qui se retrouvent entre eux. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de notion de respect et d'empathie, et qu'est-ce que c'est l'empathie? C'est se mettre à la place de l'autre. Donc encore une fois, tu te mets à la place de l'autre, et tu comprends ses peurs, ses doutes, ses inquiétudes, aussi ce qui le motive, ce qui l'anime et ses sources de joie. On arrive sans rentrer dans la manipulation, parce qu'attention, il y a des gens qui sont empathiques, mais justement qui utilisent cette faculté à vouloir absolument se mettre en avant ou avoir des gains personnels. Non, je pense que pour être heureux, individuellement, globalement, il faut être heureux aussi individuellement et vice versa. Et donc là-dessus, je pense que c'est de plus en plus rare. Vraiment, j'essaie de ne pas être pessimiste. Mais c'est vrai que les gens respectueux, mais vraiment au sens vraiment profond du terme, il y en a de moins en moins, et ça, il faut faire attention. Là-dessus, voilà. Eh bien, notre entretien se termine. Ah, déjà? Ouais. Merci beaucoup, Bianca Minland, de nous avoir rejoints dans le podcast de Mesaka. C'est un grand plaisir, c'est la première fois qu'on interviewe une podcasteuse, oui. Avec plusieurs casquettes, de recruteuse, de stand-upeuse, / humoriste, et en même temps penseuse de notre temps. C'est très, 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 très édifiant en tout cas les échanges qu'on a pu avoir. Merci pour tout ce que tu as bien voulu nous partager. Au nom de toute l'équipe Mesaka, nous te disons un grand merci. On espère que tu as passé un agréable moment. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce podcast. Nous mettrons en sous-titres les handles de Bianca Minland pour que vous puissiez la contacter, suivre également son podcast qui est disponible sur Spotify et sur YouTube, il me semble. Exactement. Qui s'appelle donc Trentenaire ou presque, et qui est destiné en réalité à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller regarder, ça parle de beaucoup de sujets très divers et variés. De notre côté, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur nos plateformes habituelles, sur TikTok, YouTube, Instagram et sur Spotify avec donc le handle action_Mesaka. C'était tout pour moi, à très bientôt. Merci encore Bianca. Merci de m'avoir accueilli, j'ai passé un très bon moment. Merci, au revoir.